Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire consacré aux enjeux et tendances 2022. Alors on va aborder plein de sujets, évidemment on va parler de tracking, évidemment on va parler de cookies, de réconciliation, et pour ceux qui sont jusqu'au bout, qui seront là jusqu'au bout de ce webinaire, on parlera server-side à la fin. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions sur l'onglet qui est prévu à cet effet. Nous y répondrons à la fin du webinaire et Cyril pourra vous répondre également par écrit. Vous pouvez également voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. On commencera par celle-ci. Allez, on commence. Je suis accompagné aujourd'hui de Nicolas. C'est lui qui va vous faire la plus grande partie de ce webinaire. Nicolas, je te laisse. Bonjour à tous. Bonjour à tous, Nicolas Lapartie. Donc, je suis Customer Success chez Commanders Act et j'accompagne nos clients sur le déploiement et la mise en place de use case à travers nos différentes solutions qu'on peut vous proposer. Et je vais vous présenter aujourd'hui donc ce webinaire sur la partie le futur du cookie après la suppression des cookies third party. Merci Nicolas. Et moi-même, donc je suis en charge du consulting chez Commanders Act. Ça regroupe trois pôles. Le support, hein, sur lequel nos clients peuvent s'appuyer pour poser leurs questions ou parler de leurs difficultés. Un pôle Customer Solutions pour setuper nos solutions avec nos clients ou les accompagner dans des environnements complexes. Et enfin, Customer Success, dont fait partie Nicolas, qui vous aide à atteindre vos objectifs, vous proposer des nouveaux use cases, voilà, animer votre compte de manière à ce que voilà, vous faire grandir en vous proposer un certain nombre d'idées de manière à ce que vous puissiez continuer à utiliser nos outils. Allez, très brièvement sur Commanders Act, beaucoup nous connaissent déjà. On a plus de 10 ans d'expérience, plus de 450 clients, une forte croissance. On est basé en Europe, en France évidemment, en Europe, en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc. On a une large suite d'outils qui commence par Trust Commander. Je ne vais pas m'étaler longuement dessus, je pense que vous connaissez tous, vous êtes tous équipés de CMP. Donc c'est le petit bandeau qui vous permet de recueillir le consentement, on en reparlera tout à l'heure évidemment. Tag Commander pour la gestion des tags. Mix Commander pour l'analyse de vos modèles d'attribution. Fuse, qui prend une dimension particulière sur l'année 2022, puisqu'il va réconcilier et unifier des données. On va voir que ça va être intéressant, notamment dans le cadre de perte de cookies. Et enfin, Data Commander, qui est notre plateforme d'activation CDP. Voilà. L'agenda d'aujourd'hui. Donc, la première question qu'on va se poser, c'est comment on en est arrivé là. La suivante, c'est évidemment quelles sont les conséquences de ce que nous a présenté Nicolas dans cette première partie. Comment on s'adapte, et puis notre approche particulière sur cette dimension-là. On l'a vu juste avant, on est sur différentes dimensions, à la fois le recueil du consentement, la partie tag, réconciliation, activation de données. Donc on va voir comment grâce à l'ensemble de ces fonctionnalités, vous pouvez tirer votre épingle du jeu. Voilà. Et Nicolas, je te laisse tout de suite la parole sur cette première partie. Oui, donc on va commencer tout d'abord un peu avec un petit bilan, voir un peu avoir une vue un peu sur le contexte juridique et technique dans lequel on se situe et pourquoi aujourd'hui finalement on en est arrivé à une situation d'un monde sans cookies et comment on va pouvoir avancer finalement et quelles sont les techniques qu'on va être capable de mettre en place dans l'avenir pour pouvoir continuer à faire du ciblage publicitaire et augmenter un peu et continuer à avoir des sources de revenus. Donc, si on regarde sur un contexte technique, en fait, si on reprend un peu une évolution du marché, on voit que tout ça, ça a commencé il y a déjà bien longtemps, depuis 2017,
avec Safari, qui a commencé à mettre en place des limitations sur les cookies. On a en 2018 également Safari qui a continué ses mises en place techniques. Firefox qui a suivi le pas depuis 2019 avec le blocage, qui a commencé à intégrer le blocage des cookies tiers comme Safari l'a implémenté. Et en fait, on voit que petit à petit, en fait, les navigateurs qui sont finalement les éléments clés sur lesquels on va pouvoir travailler des notions de campagne, d'attribution avec des événements tiers, disparaissent petit à petit. Et notamment jusqu'à l'annonce récemment, donc ça a été décalé, mais jusqu'à l'annonce récemment de Chrome, qui va progressivement supprimer également des cookies tiers des navigateurs, ce qui va tout de suite chambouler finalement le champ des possibles sur l'activation des audiences et l'animation des ciblages publicitaires qu'on va pouvoir avoir derrière. Les impacts, on va les voir un peu plus tard, mais ils sont nombreux. Donc ça, c'est sur la partie un peu historique. Si on regarde le contexte juridique qui a été mis en place, on voit que finalement, c'est pas nouveau, hein, ça date depuis 1978, à l'apparition de la première loi sur la liberté informatique que la CNIL a mis en place, où il y a vraiment un besoin, enfin un enjeu pour que les données personnelles soient au cœur des enjeux publicitaires. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de mieux réglementer, mieux gérer et l'utilisation finalement des données que vos clients peuvent vous laisser et les différentes autorisations qu'on peut y faire. L'idée, c'est de réglementer tout ça, c'est pas d'empêcher l'utilisation de la donnée, mais c'est simplement de rajouter de la transparence et de l'intelligence entre le client et entre la marque, de manière à ce que lorsqu'il y a une sollicitation, un ciblage qui soit effectué, tout cela puisse être fait en toute bonne intelligence entre le client et la marque, sans avoir une surexploitation de l'information qui peut être effectuée par les annonceurs, comme on a pu le constater, on a pu le voir il y a quelques années, ce qui était le cas. Je passe rapidement parce que ces enjeux-là, ce sont des éléments juridiques que vous connaissez tous. Et sauf s'il y a des questions, on peut revenir dessus, mais voilà. Et ça s'est accéléré. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que tout cela, ça s'est accéléré finalement, si on peut regarder depuis 2018, où on est en rentrée, où là, le RGPD finalement est rentré en vigueur, avec notamment toutes les lois sur la conservation des cookies, la gestion des consentements, l'e-privacy qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Si on prolonge un peu, si on regarde un peu finalement ces évolutions, donc on a un contexte technique avec une suppression petit à petit des cookies tiers, des adblockers qui rentrent en jeu. Donc tout ça, ça va avoir une conséquence directement sur l'identification des utilisateurs et l'utilisation des données qu'on peut avoir au niveau des traceurs, des différents traceurs, différents marqueurs que nos clients peuvent nous laisser. Et si on met en place ça par rapport à un contexte technique, on voit finalement que on a aussi des navigateurs qui ont une part de marché qui est plus importante, qui est Chrome, ici qu'on voit. Donc, on a la courbe verte, ici on voit que depuis 2010, on a Chrome qui prend des parts de marché qui est devenu aujourd'hui l'acteur le majoritaire, parce qu'il représente 65% des navigateurs, d'utilisation des navigateurs pour nos clients. Et on se rend bien compte, donc, avec cette petite analyse, juste avec cette statistique qui apparaît, qu'il va être obligatoire et nécessaire dès à présent de prendre en compte les éléments, l'élément comme quoi Chrome représente plus de la moitié du parc des utilisateurs, pour pouvoir mettre en place des actions palliatives, des actions qui vont nous permettre de gérer l'après sans cookie tiers et qui va nous permettre d'amorcer ce virage qui s'amorce, qu'on a, je vous le rappelle, jusqu'à 2023, donc encore 2 ans, pour pouvoir mettre en place des solutions de contournement et des solutions qui vont nous permettre de continuer à effectuer nos ciblages publicitaires, à déterminer, à avoir des informations sur l'attribution de nos campagnes, et tout ça, on a des solutions, il y a des choses qui existent sur le marché qui sont en train de se dessiner, puis on va les aborder. Mais il est très important de savoir que dès 2023, il va y avoir un gros choc dans le marché de la publicité.
Si on met ça sur un contexte business, on se rend également compte qu'effectivement, ce virage, il est primordial. Il faut l'amorcer parce que, et notamment par rapport à un contexte aussi économique et social qu'on a pu traverser ces 2 dernières années, notamment avec la crise du Covid, on se rend compte aussi que les investissements dans le marché du digital ont augmenté. Entre 2020 et 2021, les investissements ont représenté une hausse de 42%. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur un phénomène, donc la disparition finalement des cookies annoncés on se rend compte que vraiment, et sur le point de vue technique, c'est important, mais aussi sur le point de vue économique, parce que les investissements qui sont réalisés dernièrement sont de plus en plus importants. Si on regarde maintenant les conséquences et les enjeux pour le business de demain. Alors, qu'est-ce que tout ça, ça signifie? Ça signifie que il va falloir on va se retrouver finalement devant certains problèmes pour activer les enjeux au niveau de la publicité. Les annonceurs vont devoir repenser leur stratégie publicitaire. On va devoir trouver des nouvelles solutions pour personnaliser, cibler les audiences. On va avoir un impact aussi qui va être sur la mesure des campagnes qu'on va faire. Comme on ne va plus être dans la capacité de mettre en place des traceurs, certaines notions d'attribution, certaines notions de conversion ne vont plus être directement calculées et remontées par les outils qui sont aujourd'hui en place. Et tout ça, ça va nous amener, nous éditeurs, mais aussi vous annonceurs, sur un vrai challenge sur comment travailler la performance de tracking et comment continuer à garder ces nouvelles métriques. Côté éditeur, très clairement, on va se rendre compte qu'il va y avoir une affectation au niveau du modèle économique et de la monétisation des informations que vous pouvez en faire. Ici, on parle de l'arrêt des cookies tiers qui va impacter jusqu'à 52% des revenus des éditeurs. Donc, même si aujourd'hui, comme on peut le savoir, même si aujourd'hui il y a des solutions de contournement qui peuvent être mises en place, comme du cookie wall, du paywall ou du long wall, du log wall, pardon, wall, comme on peut le voir, c'est aujourd'hui des solutions qui sont temporaires parce que le cadre légal n'est pas encore totalement bien inscrit et on va le voir, ce n'est pas ce qui va répondre à la totalité, ce n'est pas ce qui va reprendre en main la totalité des investissements qu'on va perdre. Si on regarde bien les conséquences pratiques, on va se retrouver maintenant face à différentes problématiques, c'est-à-dire que sur les plateformes publicitaires, on va avoir des indicateurs de diffusion qui vont s'affaiblir, c'est-à-dire que les nombres d'impressions, le nombre de clics, les nombres de dépenses, tout ça, c'est des éléments qu'on calculait jusqu'à présent grâce au dépôt de tracking tiers. Ces cookies tiers vont disparaître peu à peu, donc ces éléments, on va avoir de moins en moins de stabilité et de fiabilité pour remonter tous ces indicateurs de performance. On va avoir des impacts sur des notions de conversion qui vont être de moins en moins faibles, aussi sur les postes d'impression, sur les conversions de postes d'impression, sur toutes les notions d'attribution. Est-ce que cette vente, je vais l'attribuer à quelle source, etc., etc. Cette information, l'impact va être également très fort sur toute la partie analytique et échantillonnage des segments. Parce que, tout simplement parce que on va plus être dans la capacité de cibler des individus comme on les avait avant, en se basant sur des informations tiers. Donc, on va devoir trouver des solutions de contournement. Donc, si on synthétise un peu tout ça, on se retrouve finalement sur différents piliers finalement, qui vont être plus ou moins affectés. Donc, sur les plateformes publicitaires, très clairement, on l'a vu, le fait que les traceurs ne vont plus être aussi efficaces qu'aujourd'hui, toutes les notions de conversion, de revenus vont être très impactées. On va avoir ou voire plus pouvoir remonter des conversions suite à une action publicitaire qui aura été faite. Ce qui est également
qui va être également impacté, c'est tout ce qui est notion d'analyse, tout ce qui est notion d'attribution de campagne. Ben, quelle est la campagne finalement la campagne marketing que j'ai amenée, qui m'a rapporté le plus de chiffre d'affaires en analyse post-clic. Toutes ces notions d'attribution, on va devoir également trouver des moyens de contournement pour pouvoir y répondre. Les plateformes comme Google et Facebook sont aussi des plateformes qui vont être impactées, mais pour lesquelles on a aujourd'hui des éléments qui sont en train d'être mis en place par ces différents acteurs. On va le voir par la suite. Et si on regarde bien sur la partie, ce qui va être là où on va toujours avoir des possibilités ce qui ne va pas être affecté pour nos campagnes, c'est toutes les notions d'impression de clics. Donc on va toujours pouvoir bien entendu faire nos campagnes publicitaires, mais ici sur des notions plutôt d'éléments first party, sur des notions clients. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, François, peut-être. Non, pas réellement, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui va être affecté. Évidemment, quand Nicolas parlait des post-impressions, donc c'est tout ce qui est tracking de vue, de visibilité, de bannière, qui se base beaucoup sur des cookies tiers. Évidemment, ça va avoir un impact fort. Hein, ils vont être très très fortement impactés. En revanche, tout ce qui est basé sur votre site web, qui peut être géré sur du first, on reste encore dans les dimensions cookies, mais eux auront un peu moins d'impact nécessairement, puisque traquable en first party. Voilà. Je synthétise un tout petit peu, mais c'est les grands schémas à retenir. Alors là, on a vu un petit peu d'historique, on a vu à peu près où on en était, où est-ce qu'on en sera dans un an et demi. Nicolas, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il faut faire du coup concrètement pour tirer son épingle du jeu et essayer de continuer à optimiser son tracking, ses campagnes, etc. Alors, ce qu'on va voir, c'est que c'est pas totalement. Il faut pas désespérer parce qu'il y a des solutions qui sont mises en place. Il y a des solutions qui existent et qui sont en train d'apparaître de terre. Donc, on va pouvoir continuer finalement à travailler de manière un peu différente, mais de manière aussi intelligente. Alors déjà, lorsqu'on parle de disparition de cookies tiers, il faut voir un peu. Il y a deux notions qui vont apparaître. Il y a une notion de qu'est-ce que je vais pouvoir faire sans avoir de consentement et qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec des consentements sur ces cookies. Ce qui va toujours être ce que vous allez toujours être capable de faire demain, sans consentement, c'est de réaliser du ciblage display au niveau de vos sites web, du ciblage contextuel. C'est-à-dire là où on va regarder par rapport à la navigation et pas par rapport à un utilisateur identifié. Les campagnes SIA sont également des campagnes qu'on va continuer à pouvoir faire à partir du moment où, bien entendu, les utilisateurs ne sont pas logués ou identifiés. Vous allez toujours pouvoir continuer de travailler avec des places de marché, des brokers, pour pouvoir faire en place des campagnes d'attribution sur des sites tiers. Là, on a toujours ces leviers d'acquisition qui sont toujours mis à disposition. Et enfin, bien sûr, des contenus spécialisés comme les podcasts, les newsletters éditoriales, des choses que vous faites déjà aujourd'hui vont pouvoir persister demain. Avec consentement, ce qui est important de voir, c'est que vous le savez très bien, on va pas vous faire un cours sur la RGPD, vous l'avez prévu ici, mais les ciblages CRM marketing, à partir du moment où on va travailler sur une donnée qui est identifiable et sur laquelle on va s'appuyer sur une donnée utilisateur, on va devoir aller chercher un consentement, notamment pour aussi des technos de retargeting. J'ai un utilisateur qui vient sur mon site, qui visite, qui regarde un produit, qui est intéressé par un produit. Si je veux être capable de le retargeter sur un site tiers ou sur une campagne tiers, il va falloir bien entendu que j'ai un consentement pour pouvoir utiliser cette donnée de navigation et d'utilisation. Et enfin, tout l'univers des 100% logués
avec les réseaux sociaux et Wallet Garden. En solution de contournement. Donc, ce qui est intéressant et ce qui est bien, ce qui est bon à retenir, c'est que finalement, on a des solutions de contournement qui existent déjà depuis un petit moment et qui sont en train de se dessiner, d'apparaître de plus en plus dans notre univers. Je vais reprendre un peu les différents éléments, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de déjà gérer les consentements au niveau des utilisateurs. C'est-à-dire qu'on a les CMP, donc comme François l'a évoqué tout à l'heure au niveau de nos solutions Trust, qui vont nous permettre de gérer les consentements utilisateurs sur les différentes catégories de consentement qu'on va être capable de mettre en place. Donc là, ici, on parle bien des petites bannières qui vous demandent est-ce que vous souhaitez ou pas donner votre consentement pour utiliser des données dans tel ou tel cas, des données de personnalisation, pour faire du retargeting pour des données tiers. On a aussi les préférences. Alors, je me permets d'insister. Alors les CMP, on pourrait les voir, on pourrait les voir comme restrictives hein, sur la récolte de données, et c'est le vrai, c'est le cas. Mais de toute façon, c'est un prérequis, vous êtes obligé de les avoir. Donc l'idée, c'est plutôt de chercher à optimiser ce recueil de consentement, soit en testant différentes choses pour avoir un taux de consentement le plus élevé possible, et commencer à réfléchir à des stratégies pour rattraper vos visiteurs qui sont passés opt-out, essayer de les trouver des solutions. On réfléchit beaucoup avec nos clients actuellement pour essayer de rattraper cette population-là et les rentrer dans une population d'opt-in. Voilà. Donc il y a des choses à faire. Ça, la CMP, il y a une obligation légale, évidemment, que vous connaissez tous, mais maintenant on est plutôt sur des sujets d'optimisation pour récolter un maximum de consentement positif. Donc quand on parle de consentement, effectivement, on a la récupération de consentement positif sur la partie cookie, mais on a aussi des notions de centre de préférence aussi qui vont nous permettre de gérer des consentements sur des canaux sur les canaux offline, si on peut le résumer comme ça. Donc les centres de préférence qu'on va être capable de mettre en place vont notamment nous permettre de gérer aussi et de centraliser des notions d'opt-in sur des newsletters, sur vos campagnes SMS, push, navigation, etc. Et tout ça centralisé finalement au sein d'un même et unique endroit. Donc l'utilisateur, lui, de son côté, il va être capable de gérer finalement de manière plus transparente et plus fluide, déjà, l'accessibilité sur ces données, et puis deux, la visibilité de ces données et des opt-ins finalement qu'il a laissés à la marque pour pouvoir être utilisés. Et les CDP dans tout ça vont avoir un rôle majeur parce qu'elles vont nous permettre finalement de centraliser l'intégralité des actions utilisateurs et des données qu'on va capter dans notre écosystème, et pour pouvoir faire de l'activation dans un temps 2 en mélangeant, en allant finalement mixer ou en allant mixer finalement les données que nos utilisateurs nous laissent avec les consentements et les droits d'accessibilité finalement que j'ai pour aller utiliser ces informations. Et les CDP vont nous permettre véritablement d'aller exploiter l'intégralité et le total potentiel finalement des informations que je vais avoir. Pour gérer les limitations des navigateurs qu'on a vu, donc une autre des leviers qu'il va y avoir, c'est maintenant de comment je vais gérer demain le monde après des cookies tiers. Bah déjà, on va pouvoir travailler sur le passage en first party des cookies. Il y a des notions de délégation de sous-domaine qu'on peut venir apporter. Mais l'idée, ça va être finalement que toutes les données qui vont, tous les cookies qu'on va venir déposer, soient finalement des cookies de la marque, du domaine, du site sur lequel on est en train de naviguer. Autre solution de contournement qui apparaît, c'est les tracking serveur à serveur. Ici, on va vous parler, nous, directement en fin de webinaire de notre solution server-side, qui va nous permettre également ici de non plus
échanger de l'information côté navigateur, mais échanger de l'information côté serveur. Et du coup, venir ne plus avoir besoin finalement de l'utilisation d'un cookie pour communiquer une information avec un tiers. Donc c'est une solution de contournement. Il y a aussi, donc si on continue un peu poursuivre un peu, après il va falloir suivre un peu les innovations marché. Il y a des initiatives qui sont en cours, notamment auprès des GAFA. Donc on a Google qui a lancé une API d'attribution qui va nous permettre de pouvoir mieux gérer finalement des notions de conversion sur des campagnes qui ont pu être mises en place. On a l'API CAPI de Facebook aussi qui a été mis en place, qui ont un fonctionnement qui n'est plus au niveau de passage cookie, mais directement plus sur un fonctionnement de serveur à serveur. Et puis après d'autres initiatives qu'on va revoir, mais qui sont plutôt portées par des acteurs ici du marché de la donnée, qui visent un peu à trouver finalement un autre type d'identifiants, qui sont des identifiants universels et qui vont nous permettre ici de trouver une alternative finalement aux cookies. Mais ce sont encore des solutions aujourd'hui qui sont en devenir et qu'il va falloir suivre dans le temps pour voir pour voir vraiment qu'est-ce qui va se dégager finalement de toutes ces actions. Nicolas, je me permets juste de revenir sur l'aspect CNAME qu'on avait choisi de barrer. Non pas que ce soit pas une solution intéressante, parce qu'elle l'est encore actuellement, mais c'est pas une solution durable. C'est-à-dire que beaucoup d'éditeurs vont vous proposer de mettre en place un CNAME, ce qui va leur permettre notamment de poser ou de d'écrire des cookies en votre nom, avec votre domaine. Ça fonctionne très bien. Le problème, c'est que c'est identifiable par les navigateurs et donc très concrètement, c'est déjà bloqué dans certaines situations et par certains navigateurs. Ça va l'être plus largement demain. Donc c'est pas une solution sur laquelle on peut complètement s'appuyer et se dire bon voilà, c'est bon, j'ai fait ma partie du job, je suis prêt sur 2023 parce que j'ai mis en place mon CNAME. Donc c'est pas forcément une mauvaise méthode, mais sachez qu'elle n'est que temporaire. Voilà. D'autres solutions de ce type-là existent, notamment avec des enregistrements de type A, pas très très différents du CNAME, mais qui a priori sont plus difficiles à identifier pour les navigateurs. Voilà. Affaire à suivre, mais effectivement, a priori, c'est pas une solution long-termiste. Pardon, Nicolas, je te laisse. Non, je t'en prie. Donc en synthèse, si on regarde un peu les solutions temporaires, donc on a deux grandes familles de solutions qui se dessinent. On a des solutions qui sont temporaires, mais qu'on juge un peu limite parce que peu respectueuses de la vie privée, dans le sens où finalement on contourne l'identification, on contourne finalement l'usage du cookie par de nouvelles solutions, mais qui sont aujourd'hui pas vraiment un peu déguisées, si on peut le dire, qui sont un peu cachées du côté utilisateur et finalement sur lequel on rentre un peu sur la même problématique qu'on pouvait retrouver aujourd'hui sur le cookie tiers. Donc on a notamment des notions de fingerprinting qui sont apparues, sur lesquelles ça fait déjà plusieurs années qu'il y a des initiatives qui sont mises en place. Alors le fingerprinting, pour rappel, c'est des notions qui permettent un peu d'identifier un utilisateur en fonction des différentes traces qu'il va pouvoir laisser, donc son adresse IP, le navigateur, le type de browser qu'il va utiliser, la fréquence de connexion. Donc par rapport à tous ces éléments-là, on va pouvoir mettre en place des algorithmes qui vous permettent de déterminer que finalement, tel utilisateur qui s'est connecté avec telle information, c'est le même que j'ai eu il y a 2 jours, etc., etc. Et c'est ce qui va nous permettre en fait finalement de retrouver finalement, d'identifier sans vraiment identifier l'utilisateur, mais de savoir que quelqu'un qui est en train de naviguer, c'est la même personne que j'ai eu il y a plusieurs jours en arrière. La délégation de sous-domaine, on en a parlé. On va pouvoir déléguer des sous-domaines pour des acteurs tiers, mais ici c'est une forme déguisée d'utiliser
des cookies third party en les posant sur du first. Et puis le local storage qui va ici plutôt nous permettre de travailler côté serveur sur l'exploitation des données qu'on va collecter au niveau des différents traceurs qui sont sur votre site web. Alors, juste, excuse-moi, le local storage, c'est côté navigateur, hein, c'est celui qui est côté navigateur. Ça permet en gros c'est une sorte de cookie, mais c'est l'équivalent d'un cookie avec quelques options supplémentaires et quelques restrictions également, notamment au niveau des domaines. Donc pendant le début, en tout cas le début de la croisade d'Apple contre le tracking. La première solution était d'utiliser le local storage, c'est-à-dire comme la cible c'était le cookie, c'était de dire je vais copier ce que j'ai enregistré précédemment dans le local storage dans un autre réceptacle finalement qui est le local storage. Apple a très vite réagi et a fait évoluer son ITP de manière à prendre également cette dimension en compte. Des questions de ce domaine, on en a parlé effectivement, et fingerprinting. Alors juste pour être très clair sur le fingerprinting, j'ai vu qu'il y avait quelques questions sur le sujet, mais voilà, fingerprinting, c'est ce qui permet d'identifier quelqu'un sur la base de son user agent, donc du type, de la version de son navigateur, par exemple, de son adresse IP, etc. Pardon, Nicolas, je me suis permis d'apporter quelques précisions. Je te laisse continuer. Il y a des solutions plus pérennes finalement qui se dessinent et là qui sont un peu plus respectueux, enfin sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. On a le first party data. Donc ici, ça consiste au dépôt et l'exploitation du cookie first, qui reste accepté aujourd'hui par les navigateurs. Donc en fait, on va rester donc sur un mode de fonctionnement au niveau des sites annonceurs qui vont nous permettre de continuer à identifier, de reconnaître les utilisateurs parce que on est sur du cookie first et les sites médias vont pouvoir également utiliser leurs propres cookies pour adresser des publicités ciblées en utilisant des cookies délégués. Ce qui va nous permettre de continuer de faire de l'achat de segments d'audience auprès des éditeurs et voilà. L'identifiant universel, ici, alors l'identifiant universel, ça va nous permettre, à tous les acteurs finalement c'est une solution qui est en train d'être évoquée, travaillée par les acteurs du marché, de partager finalement une même devise publicitaire. L'idée, c'est de se dire, les acteurs du marché, Criteo, tous ceux que vous connaissez, vont essayer de convenir finalement d'un ID commun qui va permettre d'identifier les utilisateurs. Donc, finalement, une sorte de solution qui va remplacer le cookie. C'est une approche qui est assez aujourd'hui assez longue et coûteuse parce que ça nécessite que tous les acteurs de la chaîne publicitaire ils se mettent d'accord pour que ça soit efficace. Et quand on parle de tous les acteurs de la chaîne publicitaire, on parle aussi bien des personnes qui gèrent des SSP comme des DMP ou des DSP. Mais c'est une solution aussi qui reste un peu aujourd'hui à porter à l'étude, enfin sur lequel il faut encore voir les aboutissements, parce que Google a annoncé notamment qu'il ne supporterait pas d'initiatives tiers sur des sites cross-device, sur des identifiants cross-sites, pardon, au sein de sa plateforme publicitaire. Donc, comme on a vu que Google faisait quand même partie de 65% du marché, c'est encore une solution qui reste sur laquelle on attend de voir un peu l'efficacité et puis la portée. Et puis le single sign-in qui l'identifiant finalement la façon de se connecter. Excusez-moi, 2 minutes. Finalement c'est un système d'authentification qui va permettre finalement aux utilisateurs d'accéder de reconnaître les utilisateurs lors de la navigation. Donc ici on parle je vais me connecter par exemple sur mon espace, mon compte, je m'inscris à une newsletter. C'est tous les événements qui vont nous permettre d'identifier un utilisateur lors de sa connexion sur le site web. Je sais pas si c'est clair sur cette partie-là.
Pour tout le monde, vous avez A expliqué. priori, oui, et a priori, on n'a pas tellement de questions. Pas de questions. OK. Bon. D'autres solutions qui sont mises en place, qui sont ici des solutions plus basées sur des analyses contextuelles et sémantiques. Ça va être l'analyse par. Donc, on va avoir des solutions qui vont apparaître, qui sont l'analyse par ciblage contextuel. Ici, l'idée, ça va être de finalement de regarder un utilisateur lorsqu'il va naviguer sur votre site, quelles sont les rubriques, les mots-clés, quels sont les articles qu'il est en train de lire, qu'il est en train de voir, quels sont les différents produits qu'ils sont en train de voir. Et par le biais finalement d'algorithmes qui sont poussés par toutes les notions d'intelligence artificielle pour lesquelles on entend parler depuis quelques années maintenant, vont nous permettre de mettre en place des segments déterministes et de nous dire finalement tel comportement d'utilisation, tel comportement de navigation sur mon site web correspond à un comportement déjà avéré de quelqu'un qui a acheté tel produit. Et donc là, je vais pouvoir me dire, tiens, cet utilisateur, les articles qu'il est en train de voir, les produits qu'il sont en train de voir, me laissent penser qu'à 95%, il va être intéressé par tel produit, telle solution ou tel type d'abonnement. Donc, on n'est plus sur. Là, c'est l'avantage vraiment de ce type de solution, c'est que on va pas utiliser de cookies, donc on n'a pas besoin donc on est vraiment sur une solution qui est 100% cookie-less. On n'a pas besoin de consentement parce que on n'identifie pas un utilisateur. On est vraiment sur des données anonymes. Il n'est pas nécessaire ici d'identifier un utilisateur pour pouvoir déterminer, finalement, avoir une approche déterministe sur son comportement de navigation. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un mode de ciblage, un mode de fonctionnement qui est très apprécié aujourd'hui, en tout cas au niveau des différentes analyses et des différents retours qu'on a pu constater par les annonceurs et aussi par les clients, car jugé moins intrusif dans la vie personnelle. Ce type d'affichage est aussi perçu plus positivement. Donc, quelque chose à étudier, à voir. Cette analyse contextuelle, c'est peut-être demain l'avenir du ciblage publicitaire. À suivre, en tout cas. Merci Nicolas. Merci aussi à ceux qui sont allés jusqu'au bout. Je vous l'avais promis, on va parler server-side. J'ai vu qu'il y avait déjà quelques questions sur le server-side. N'hésitez pas à en poser d'autres, hein, évidemment on y répondra. Il y a beaucoup de fantasmes autour du server-side, ce que ça peut faire, ce que ça fait pas, etc. Je vais répondre déjà à une première question d'Aurélie, je crois, qui nous disait, vous parlez de server-side, mais est-ce que le server-side est soumis au RGPD? Oui, évidemment, comme n'importe quel recueil utilisation de données personnelles, on va être soumis au RGPD. Je vais rentrer dans le détail du fonctionnement juste après, mais voilà, que les choses soient parfaitement claires, parce qu'effectivement, c'est une question qui est récurrente. L'utilisation du server-side n'est pas une exemption au recueil du consentement de vos visiteurs. Alors, comment fonctionne le server-side? Vous avez l'habitude, en commençant par aujourd'hui, d'avoir un conteneur qu'on va appeler client-side, parce qu'il est posé sur votre navigateur. Il est posé dans les pages de votre site qui est exécuté par votre navigateur, plus exactement. Ce conteneur-là, plutôt que de l'exécuter sur votre navigateur, on va l'exécuter sur le serveur Commanders Act. D'accord? Et c'est la seule différence que cela fait. On va simplement déporter un conteneur qui est aujourd'hui sur le navigateur sur un serveur. Concrètement, quelle forme ça prend? Donc, aujourd'hui, vous avez un data layer qui est présent sur vos pages. Demain, ce data layer, en fait, ça va simplement être un hit, une URL qui va devoir être appelée depuis
la source qui vous semble la plus légitime en fonction de vos problématiques, en fonction de ce que vous souhaitez faire. Ça peut, et on pense tous à ça, ça peut partir d'une source de vos serveurs, hein, directement, de vos serveurs web, de vos serveurs de paiement. Ça peut partir également directement de vos conteneurs. Ça a d'autres avantages. Ça a également d'autres inconvénients, de vos applications, de vos objets connectés, de vos bornes, de vos magasins. Ça peut partir de n'importe quelle source. Donc, faut pas s'imaginer, on a tendance à se dire, oh là, le server-side, c'est compliqué à mettre en place, ça part d'un serveur, ça part à un autre, je vais passer par mon IT. Non. Le server-side, c'est simplement un conteneur qui, hier, était posé sur les pages web de vos sites, qui aujourd'hui est positionné directement sur nos serveurs. Voilà. Ensuite, sur la plateforme Commanders Act, vous allez exactement comme aujourd'hui, vous allez pouvoir poser vos tags. Vous allez pouvoir setuper les mêmes tags sur la plupart des tags, en tout cas sur le serveur. Je dis la plupart parce que évidemment c'est pas tous les tags quand on veut faire par exemple de l'AP testing avec Cameleon, avec APTesty ou d'autres Square Star ou d'autres solutions. On a besoin par définition d'être sur le navigateur pour pouvoir interagir avec la page. Donc pour ces tags là, évidemment, on va avoir besoin de continuer à utiliser un conteneur client-side, au moins pour le moment. Mais pour beaucoup d'autres tags, vous pouvez dès à présent passer ces tags sur une technologie server-side. Donc vous avez une interface de pilotage qui va vous permettre de setuper vos tags, les configurer exactement comme aujourd'hui, donc spécifier les variables que vous voulez envoyer à votre partenaire. Vous allez pouvoir à cet endroit également spécifier exactement comme aujourd'hui des éléments liés au consentement du visiteur, notamment sur l'usage qui est fait de la donnée et sur le partenaire qui va utiliser cette donnée-là. Comme aujourd'hui, vous allez pouvoir déployer votre conteneur, ça va le rendre disponible à tous. Et comme aujourd'hui également, vous allez pouvoir monitorer tout ça. Alors, chacun a un peu ses méthodes pour monitorer aujourd'hui. Certains vont dans la console, certains utilisent le plugin proposé par Commanders Act. C'est le même principe demain avec l'utilisation du monitoring server-side. Vous allez pouvoir voir l'ensemble des hits qui sont en entrée, en source. Vous pouvez évidemment configurer les règles, je ne l'ai pas dit, mais voilà, vous pouvez définir quelles sont les règles de déclenchement de vos tags, exactement comme aujourd'hui. Et vous allez pouvoir voir exactement les hits qui sont en sortie, donc exactement les mêmes choses que ce que vous voyez aujourd'hui dans l'onglet Network de votre navigateur. Vous allez pouvoir voir les hits qui sont envoyés tels qu'ils sont envoyés aux différentes solutions. Voilà, donc ça peut paraître compliqué. En réalité, pour nos clients qui l'ont pris en main, en fait, ils retrouvent leur petit assez simplement parce qu'en fait, c'est les mêmes réflexes. On le fait à différents endroits, mais c'est finalement exactement les mêmes réflexes. Alors, pourquoi passer en server-side? D'abord, c'est la qualité de données. Pour la qualité de données, évidemment, on est en passant par le serveur. Alors, je disais qu'il y avait des différences entre les sources. Si on passe de serveur à serveur, ce ne sera pas les mêmes enjeux, les mêmes problématiques que si on passe d'un conteneur à un serveur, d'un mobile à un serveur, évidemment. Mais la principale raison de passer sur server-side, c'est la qualité de données. On va pas être bloqué par les adblockers, on va pas être bloqué typiquement par des problèmes de réseau si on passe de serveur à serveur, parce qu'on passe de serveur à serveur. Donc si je passe sous un tunnel avec mon mobile, je vais pas bloquer un hit en destination d'une solution. Je vais pouvoir davantage contrôler les données qui sont envoyées. Évidemment, on en a beaucoup parlé dans nos webinaires précédents de piggybacking. On est dans des enjeux un petit peu différents aujourd'hui. Vous savez, et c'est important de maîtriser les données qui sont envoyées. C'est aussi une question de RGPD. Hein, ça répond également à la question d'Aurélie tout à l'heure. Oui, il faut contrôler ces données, et avec le server-side, vous allez pouvoir voir non seulement ce qui rentre, et en plus ce qui part.
performance, évidemment, c'est un enjeu pour beaucoup d'entre vous. On réalise beaucoup d'audits chaque mois pour nos clients qui le souhaitent, pour évidemment essayer d'auditer et de trouver les clés d'amélioration du setup des tags. Voilà. Ça passe par une mise en place en server-side, mais ça passe aussi par d'autres moyens, en retardant les tags, en articulant les tags un petit peu différemment ou en les réécrivant. Voilà. Maintenant, du plan de marquage, évidemment, vous avez tout sur le serveur, donc c'est beaucoup plus simple. Vous n'avez plus une équipe pour un site web, une équipe IT pour un site web, avec qui discuter pour mettre en place le plan de marquage. Tout est sur le serveur. Sécurité et respect de la vie privée, évidemment. Encore une fois, ça respecte évidemment et ça se doit de respecter les enjeux de RGPD, évidemment. Voilà pour la partie server-side. J'ai vu qu'il y avait certaines questions, donc on va y répondre juste après. Nicolas, je vais te laisser conclure. Donc, comme on a pu le voir, depuis le début de ce webinaire, finalement, tout n'est pas perdu. Ce n'est pas la fin du monde, de tout un monde. Il y a des nouvelles solutions qui arrivent. Les outils analytiques, comme on l'indique, ça va être l'endroit où on va devoir suivre maintenant aujourd'hui nos nouvelles conversions de manière à rester fiable dans l'analyse et le monitoring de nos actions finalement qui vont être portées. Et le deuxième point finalement qui est très important, et ce qu'on voulait vous faire passer finalement comme message aujourd'hui, c'est que 2023 c'est demain, et que ceux qui vont réussir à finalement franchir ce cap du monde sans cookie served, seront ceux qui auront commencé aujourd'hui à innover, à tester finalement des nouvelles solutions, dont la solution server-side, qui est une des solutions dont on vous a évoqué, que Commander Act propose. Et on vous invite très sincèrement à essayer de tester des nouvelles actions pour commencer à voir qu'est-ce qui va être efficace dans votre business, qu'est-ce qui va être efficace au niveau de votre marché, et comment vous allez pouvoir demain amorcer le demain de la publicité, le demain des actions marketing, quand finalement, quand le monde d'aujourd'hui sera fini. Voilà. Merci Nicolas. On en arrive aux questions-réponses. N'hésitez pas, il est encore temps de poser vos questions. Certains m'ont fait remarquer que mon micro grésillait. J'ai essayé de réduire un petit peu le volume. N'hésitez pas à me le signaler si c'est pas mieux. Alors, on va prendre chacune des questions une par une. Le SSO de la finalité pub suppose le consentement selon la CNIL. Est-ce que Nicolas, tu veux nous en dire plus? Alors, oui. Bien entendu, si à partir du moment où je vais être connecté, donc identifié sur un compte via un compte utilisateur, je vais devoir derrière collecter un consentement, bien entendu, pour l'exploitation des données personnelles que j'ai laissées auprès de l'annonceur. Donc là, effectivement, que ce soit pour une donnée de ciblage, de personnalisation ou de segmentation de mon audience, il va falloir que je collecte un consentement via ma CMP ou via mon centre de préférence. Absolument. Voilà. De toute manière, pour l'usage publicitaire, la finalité publicitaire, de toute manière, il faudrait recueillir évidemment un consentement, SSO ou pas. Voilà. Très bien, Nicole, tu voulais rajouter quelque chose? Non. Peut-être les seuls éléments sur lesquels on ne va pas forcément avoir besoin de consentement, ça va être des éléments qui vont être liés plutôt sur la personnalisation UI du site. Lorsqu'on va utiliser une donnée technique pour faire fonctionner le site.
peut-être pour être bien précis sur ces deux parties-là. On a une question de Laurent qui met en perspective le SSO et le first party data. Pour moi, je ne suis pas un spécialiste, je peux essayer de répondre techniquement, mais pour moi, le SSO n'implique pas un, non, ne va pas impliquer nécessairement un cookie tiers. Ça peut être le cas, mais il y a d'autres solutions, notamment par des redirections, qui font qu'on passe par des cookies first. Pour moi, le SSO ne sera pas impacté. Il pourra en tout cas, enfin, elle est solution pour ne pas être impacté par la suppression des cookies tiers de Google. En fait, le SSO, c'est surtout un moyen qui va nous permettre d'onboarder un utilisateur sur votre site, de dire tel utilisateur, c'est Nicolas Lapartie. Et lorsque vous allez devoir travailler avec un tiers, on va pouvoir utiliser finalement cet identifiant de connexion pour essayer de rapprocher cette information sur une donnée tiers, sans forcément passer par du cookie. Un peu comme aujourd'hui, on viendrait matcher une base de données email avec une base de données email sur un broker. Il y a une des finalités, c'est un peu ça aussi, c'est de pouvoir continuer à faire du ciblage via de l'identification d'utilisateurs sur d'autres données, sans aujourd'hui alors qu'aujourd'hui, voilà, on passerait par des différents appels, différents pixels qui viendraient appeler un serveur tiers, etc., pour pouvoir passer des ID et reconnaître un utilisateur lors de sa navigation. Donc, c'est un moyen de contournement, il faut le voir plus comme ça. Nicolas, on a quelques questions autour de l'analyse contextuelle. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Alors, oui, laquelle par exemple? On a une question de Jeanne. Alors, on a une question de Kevin d'abord qui nous demande si le ciblage contextuel nécessite-t-il à minima un consentement analytics pour fonctionner? Alors, ça, je peux répondre. En fait, tout ce qui n'utilise pas de données personnelles ne cite pas de consentement. Donc, en fait, tout dépend mais ce que vous appelez, en fait, tout dépend de ce qui est fait. C'est-à-dire que si c'est un événement sur la page, j'ai cliqué sur tel bouton, comment dire, j'exécute une action, je cible, voilà, ça peut être fait, mais à partir du moment où on va devoir créer un identifiant unique, pour pouvoir suivre au travers des pages, effectivement, il faudra demander un consentement. Évidemment. Désolé, Nicolas, j'ai un petit peu répondu. Ouais, voilà, en fait, vraiment l'idée de savoir, c'est de se dire, est-ce que toujours, il faut se poser la question, est-ce que dans ce que je suis en train de faire, est-ce que je suis dans la capacité d'identifier un utilisateur? Est-ce que ça me permet de savoir que la personne qui est en train de naviguer, la personne sur laquelle je suis en train de faire ce rapprochement, je suis en train d'imposer un algo de similarité, est-ce que ça me permet de l'identifier physiquement, cet utilisateur? Si ce n'est pas le cas, non, je n'ai pas besoin de consentement. Si c'est le cas, oui, effectivement. Si cette personne est loguée et que je sais très bien qu'il y a un identifiant CRM, il y a une adresse IP ou quelque chose comme ça qui me permet d'identifier l'utilisateur, oui, je vais avoir besoin d'un consentement. Par contre, si ce n'est pas le cas, non, je n'ai pas besoin. Et on peut faire du ciblage contextuel sans forcément avoir du consentement. Simplement sur de l'analyse mots-clés sans forcément dire rapprocher cette donnée de navigation à un utilisateur. Ça peut rester anonyme, hein. C'est ça que je veux dire par là. Merci Nicolas. On a une question d'Aurélie au sujet de l'attribution. Nicolas, tu nous en as parlé un tout petit peu tout à l'heure en nous disant le post-vue, par exemple, va être compliqué à tracer demain, effectivement, parce que on va avoir du mal à le placer dans un customer journée. C'est-à-dire qu'on va avoir une vie, on va avoir une vue. Alors, pardon, Aurélie nous posait la question de savoir quels sont ce qu'on pense des technologies d'attribution, contribution des ad serveurs pour voir l'impact plutôt qu'un outil analytics. Pour moi, c'est exactement la même chose et on verra exactement la même chose. Il n'y a pas une technologie côté ad serveur et une technologie côté analyse. Dans les deux cas, je vous donne mon point de vue, peut-être que Nicolas, tu nous donneras le tien juste après, mais pour moi, on pourra continuer à compter, c'est-à-dire qu'on pourra compter le nombre de vues. En revanche,
la contribution sera beaucoup plus compliquée à établir, puisqu'on ne pourra pas placer cette vue, parfois même ce clic, sur le customer journey du visiteur. Donc on pourra compter le nombre de vues, on pourra compter le nombre de clics, on pourra compter le nombre de conversions, mais se puisse dire que cette vue est arrivée à un clic, est arrivée à une conversion, ça sera plus compliqué. On sera obligé de le faire dans de grandes masses. Oui, exactement. On va avoir ces problèmes-là qui vont arriver et également aussi sur pas que sur le display. Hein, c'est des problématiques qu'on va rencontrer également sur des campagnes plus traditionnelles comme l'email. Hein. On va savoir qui a cliqué, mais une fois qu'il va arriver sur le site, s'il n'y a pas d'identification, s'il n'y a pas de connexion, s'il n'y a pas d'identification de l'utilisateur, on va perdre la trace après derrière de l'utilisateur sur la conversion qui aura été faite suite à une campagne email, par exemple. On va se retrouver sur les mêmes problématiques. Très bien. Eh bien, merci Nicolas. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire, d'avoir participé aussi par vos questions qui ont permis de l'animer. Et très bonne journée à tous. À très vite. À très bientôt. Merci beaucoup.